Bonjour, voilà, nous sommes à Batimat dans l'Agora 2 du Hall 6 pour parler de construire bas carbone. Alors, construire bas carbone, c'est devenu désormais un impératif, mais la mise en place semble compliquée. Hein, il y a toujours une histoire de coûts, de normes, de savoir-faire, une remise en question de tout un secteur. Et pourtant, certains architectes s'y emploient et changent radicalement le processus de maîtrise d'œuvre. Voilà, nos invités arrivent encore. Voilà, c'est le matin, c'est la première conférence, forcément. Donc, la question d'aujourd'hui, c'est où est la véritable audace architecturale aujourd'hui? Alors, pour en débattre et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, ce matin, donc Emmanuel Pézerès. Donc, vous êtes architecte, chercheur en anthropologie, hein, je tiens à le souligner, de l'université de Queensland et de Brest. Vous êtes fonctionnaire à la ville de Rosny-sous-Bois. Et donc directeur recherche et innovation, et ça, c'est une particularité parce que ça a intégré à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre. Vous êtes à la fois architecte et maître d'ouvrage. Donc on aura le temps d'en parler un petit peu. Vous êtes maîtrise d'œuvre, donc maîtrise d'ouvrage de 5 écoles multiprimées, lauréat de 2 projets de recherche qui sont à l'œuvre. Donc bonjour. Hein. Bonjour à vous. Bonjour. Et j'ai aussi l'honneur d'accueillir Mathias Romvos, donc architecte de l'agence Gram, auteur de plusieurs bâtiments primés récemment. Vous avez livré des logements collectifs en bois, donc de 10 étages, assez spectaculaires, on va en parler, et un parking démontable en bois également. Bonjour Mathias. Oui, bonjour. Bonjour à tous, désolé pour le retard. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser nos invités un peu présenter leur travail, et puis après on aura un temps d'échange, j'aurai quelques questions à leur poser, puis surtout vous avez la possibilité de poser vos questions et d'échanger avec nos invités. On va commencer, si vous voulez bien, par Emmanuel Pézerès. Donc vous parlez de l'audace architecturale par le bien commun. Oui, bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être venus aussi nombreux. Alors il est 9h30, hein, c'est normal. Ah, oui, non mais la qualité est là, je peux voir. Donc je suis Emmanuel Pézerès, donc je suis fonctionnaire territorial. J'exerce en tant que directeur recherche et innovation, et dans ce cadre-là, on a investi le champ de l'architecture notamment. Bon, on n'ira pas sur les autres champs puisque sinon ça va être un peu long. Mais notre mission, c'est la conservation du bien commun. Je vais préciser quelque chose qui est assez... voilà, c'est d'où je parle. Moi, j'ai rien à vendre. Voilà. J'ai rien à acheter non plus. Et je suis pas payé pour être là. Ce qui me donne une position un peu particulière et une liberté dont je vous remercie de me faire profiter. Donc, l'audace... C'est un bien grand mot, merci, mais nous, on n'est pas audacieux, on répond juste à une question, c'est la conservation du bien commun. Et notre bien commun fondamental, c'est l'écosystème humain, qui est, comme on le sait, en voie d'effondrement. Je vais passer assez vite, puisque je pense que le public est averti. En 1974, on en était à l'utopie ou la mort de René Dumont. Vous vous souvenez, c'est le gars avec un col roulé déjà, hein, qui passait au journal télévisé. Il avait posé un verre d'eau. Il a dit dans 30 ans, on se battra pour ça. Bon, il avait un peu de retard, mais on va y arriver rapidement. Sans arrêt, on nous dit il sera bientôt trop tard. Donc moi, la question que j'ai envie de poser en introduction, c'est pas une question à laquelle on peut répondre facilement. C'est est-ce que maintenant on n'est pas au point où on doit avoir la révolution ou la mort? Parce que l'utopie ou la mort, l'utopie et la révolution ou la mort. Voilà. On en est là. Ça fait pas plaisir à entendre. C'est dur à dire parce que dès le matin, 9h30, c'est pas le truc le plus joyeux. Mais en même temps. Il faut se poser la bonne question pour essayer d'avoir la bonne réponse. Parce que les réponses sont faciles. Voilà, je sais qu'on m'attend beaucoup sur les réponses, mais les réponses, elles sont faciles. Le plus dur, c'est de se poser les questions, et de mettre les problèmes en face et essayer de les résoudre. Donc je vous ai dit, notre mission comme commune, je travaille donc à la ville de Rosny-sous-Bois en ce moment, mais comme fonctionnaire territorial, je pourrais travailler à la ville de Brest, à la ville de Nantes. C'est la conservation du bien commun, alors dans un sens général. Je parlais de l'écosystème humain. Le commun pour nous, c'est
tout ce qui nous regarde en tant qu'humain, mais plus que ça. C'est aussi le non-humain. C'est les animaux, c'est les pierres, c'est le vent, c'est... Voilà, donc sans être très ésotérique, on se rend compte que de toute manière, dans un écosystème, tout ça est lié. Et donc il faut aussi avoir cette sensibilité-là, qui n'est pas qu'une sensibilité technique de service. Il y a un rapport fin avec ces éléments-là, qui agit sur notre psychologie et notre imaginaire. Et c'est bien ça qu'il faut d'abord travailler, c'est notre imaginaire. Donc nous, on travaille la conception écosystémique. C'est une conception qui cherche quoi? Qui cherche simplement à réintégrer un écosystème, éventuellement l'enrichir et surtout pas le dégrader. Je vous dis tout de suite, on n'y arrive pas. Mais encore une fois, le but c'est de poser les bonnes questions. Après les réponses, elles vont venir avec du travail et de la persévérance. Notre terrain d'expérimentation, c'est l'accueil scolaire, puisque c'est une obligation de la commune. Donc on a déjà fait quelques bâtiments, on en a encore en projet. Donc on travaille, dans le cadre de Rosny-sous-Bois, on travaille depuis au moins 2012 sur des bâtiments multiprimés dans un tout petit secteur qui est l'éco-construction. Voilà. Au regard du bâtiment, on peut dire que c'est quand même très minoritaire. C'est un secteur qui est très pilote et très inspirant pour pas mal d'acteurs du bâtiment. On l'espère, on l'espère. C'est notre mission de service public, c'est la liberté que nous donne cette position hors marchandise, parce que nous on fait de l'architecture qui est en dehors de la marchandise, donc on pourra parler maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, tout ça, c'est pas des mots qui nous regardent quelque part. On va en parler après votre présentation. Alors, on a pas mal d'échanges et pas mal de questions. Voilà, quelques photos pour vous montrer ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire. Donc on travaille majoritairement le bois, la paille et la terre. On voit que c'est une architecture qui est même très typée et qui exprime d'elle-même une forme de revendication écologique, environnementale, dans ses traits, dans ses lignes. Oui, on n'est pas effectivement soumis à faire du façadisme parce que derrière c'est du béton. De toute manière, on aborde des matériaux qui ont des qualités propres et des défauts propres. Donc, comme tout architecte, on travaille avec ceci et ça génère des formes qui répondent à la fois à des nécessités techniques, des nécessités d'usage et des nécessités qui est la nécessité première, je le répète, c'est de rejoindre cet écosystème de façon neutre ou positive. Donc là, c'est un centre de loisirs qui a... C'est la bonne présentation? Oui, bon, c'est un centre de loisirs qui a plusieurs axes d'expérimentation. Si vous voyez la coupe, on a de la paille porteuse sur 2 niveaux, ce qui s'était jamais fait dans un ERP de cette catégorie. On a de la ventilation naturelle avec récupération de chaleur, c'est-à-dire un flux d'air qu'on capte, qu'on réchauffe naturellement par un échangeur classique, mais sans aucune machine, ce qui nous apporte en confort et en résilience. Il y a peut-être 6-7 mois, juste avant la guerre en Ukraine, je disais l'électricité, il faudra faire attention. On me disait mais tu rigoles, on n'a jamais eu de coupure d'électricité en France. De quoi tu parles? On en a parlé quelques mois après de délestage. Donc, quid d'un bâtiment qui est une belle coque fermée avec une ventilation naturelle double flux qui va pas fonctionner. Nous, on l'a déjà eu. C'est double flux naturel sans mécanique, donc c'est bien ça. Hein. Ah, c'est juste l'effet Venturi qui agit. C'est un effet. Ah oui, alors c'est beaucoup d'études, beaucoup de recherches, beaucoup d'intelligence. C'est simplement un tirage en haut de la tour par un balayage qui vient aspirer, et donc on a un échange d'air sans mécanique. On a par contre, bien sûr, utiliser ce qui existe en termes d'échangeurs double flux dans le commerce entre l'Allemagne et l'Italie. On va en parler après tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de questions, surtout de normatives et sécuritaires. Donc peut-être qu'on finit la présentation puis après on aborde ces sujets-là. Et puis là, il y a une expérience qui me tient beaucoup à cœur, qui n'a pas encore émergé, qui sont les toilettes sèches. Mais avec ce qu'on a vécu comme sécheresse, d'un coup, je peux commencer à en parler un peu fort. Oui, on a des toilettes sèches dans un équipement public. Donc, c'est important. On ne peut plus se permettre de mettre de l'eau potable, 12 litres d'eau potable qui vont être pollués par un petit pipi ou autre chose. On n'en est plus là, donc il faut absolument qu'on économise cette eau, particulièrement l'eau potable. Donc je vous disais, on travaille le bois. Mais on travaille le bois... combien de temps au final faut aller vite. Faut aller vite, ok. On travaille le bois. Mais pour nous, il y a
le matériau n'a pas de sainteté en lui-même. C'est pas parce qu'on fait du bois qu'on est dans l'éco-construction. Il y a du bois qui détruit le monde et il y a du bois qui enrichit le monde. Je m'explique. Nous, au départ, on croyait que le bois, c'était ça. Quelle naïveté. On pensait que le bois, il venait de là, et puis... voilà. Non, le bois, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas le bois qu'on utilise dans le bâtiment, c'est du bois industriel, c'est celui-là. Hein. Pas celui-là, hein, majoritairement. Donc là, vous avez un écosystème forestier qui est riche, de flore, de faune, de pratiques, de culture, de mythes. Là, vous avez une exploitation industrielle du bois qui saccage tout l'écosystème, puisqu'on plante du monospécifique, on fait des coupes rases, éventuellement en glyphosate. Donc rien à voir. Donc il y a bois et bois. Déjà, il faut bien être d'accord là-dessus. On pourra travailler ça. Donc nous, on travaille du bois qui est issu d'une cueillette. On travaille avec le RAF, les réseaux de l'alternative forestière, qui développe la sylviculture douce. Je pourrais rentrer dans les détails pour ceux qui... Voilà. Donc on posera les questions plus tard. Voilà. Donc on va choisir notre bois en forêt. En fait, ce que faisaient les architectes avant, on n'a rien. Pour ça qu'on n'est pas audacieux. On n'a rien inventé. Voilà. Donc en plus, en plus que de détruire l'écosystème biologique, ça détruit un écosystème social, puisque les gens qui travaillent le bois dans la forêt d'une manière plutôt saine, mais pas forcément la plus saine possible, souffrent eux-mêmes de tout ça. Donc on a aussi un impact social dans cet écosystème à travailler pour nous, parce que c'est un écosystème qui est humain, donc on va dire physique, biologique et social. Donc on s'attache aussi beaucoup au social. Bien sûr, on va chercher le bois le plus près de chez nous. On maîtrise aussi son sciage. Soit on prend des scieurs sur place, soit on fait en sorte d'avoir une scierie mobile. Voilà. Et puis on monte sur la scierie. On qualifie nos bois nous-mêmes, selon la méthode du FCBA, qualification visuelle des bois de structure. Une formation de 2 jours, rien de compliqué, rien d'audacieux. Hein. Y a pas de... Et puis surtout, on utilise les bois pour là où on en a besoin. Donc pas de la mêler collée, bien sûr. Hein. On ne va pas mettre de la colle, du pétrole, des choses comme ça, où là on met les enfants. Et on ne va pas utiliser du pétrole alors pour dire qu'on fait du bois, ça serait dingue. Puis en plus, on a vu que maintenant on a des ruptures logistiques sur la mêlée collée qui font que on subit les hausses de coûts, alors que nous on maîtrise le coût d'achat, le coût de sciage et le coût final en amont du chantier. Et on utilise, comme je te dis, le bois là où il est le plus utile. Donc quand on a des nécessités de porter en force, on vient mettre des bois plutôt durs comme le châtaignier, qui est par ailleurs nourricier. Hein. Vous utilisez aussi la terre, J'y viens. Je vais essayer de faire vite. Et puis là où on en a moins besoin, des bois qui sont dits moins nobles, là on a utilisé, qu'est-ce que j'ai mis du peuplier par exemple dans les traverses, parce qu'il y a moins de force qui passe. Voilà. J'avance. Tout ça on le fait dans la forêt, on fait du débardage à cheval éventuellement, de la formation toujours, parce il faut toujours qu'on ne fait pas ça tout seul. Nous, on est là pour générer des choses, donc on essaye d'emmener des gens avec nous. Une formation sur la qualification du bois. Et puis comme on n'utilise pas de la mêlée collée, on réinvente des poutres clavetées qui viennent faire des grosses structures, que du massif. Et puis on expérimente le bois aussi dans des fondations, en robinier. Et surtout, on travaille avec... notre futur, notre avenir, voilà, avec nos enfants, les enfants des écoles qui viennent faire de la taille de bois, voilà, qui viennent sentir les matériaux et qui viennent se reconnecter à ce que va être le bâtiment et d'où il vient. La terre, pareil, de la bonne et de la mauvaise terre. Je vais aller vite. Donc, de la bonne terre avec de la participation citoyenne, de la terre, si on essaie, qui vient de moins loin possible. Et puis, voilà, des chantiers participatifs. On a fait 2 mois de chantiers participatifs. On a formé plein de gens. On a fait une formation de formateurs tout au long de ces chantiers participatifs. On fait de l'adobe. Maintenant, on va faire de la BTC, sans électricité ou avec de l'électricité solaire. Et on s'écarte d'une terre qui devient une terre industrielle, dont on dit qu'elle est recyclable ou recyclée parce qu'elle viendrait d'excavation et que ce serait un déchet. La terre, là où elle était, c'était pas un déchet. C'est juste qu'on a creusé pour en faire un déchet. Puis après, on l'a commercialisé sous une étiquette éco-construction en disant, voilà, on a transformé un déchet. Non, on a d'abord créé un déchet, puis maintenant, on essaie de trouver un débouché. Donc, la terre et de la mauvaise terre. La paille, pareil. Bonne paille, mauvaise paille. On travaille avec de la paille.
La paille industrielle glyphosatée qui détruit autant les champs que les agriculteurs, nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, on travaille avec des paysans boulangers, ici, par exemple, qui font, vous voyez, un petit talus, qui font de l'agroforesterie sur des variétés anciennes, sans OGM, et bien sûr, en agriculture biologique. Je vais vite, pardon. Après, comment on fait? Une fois qu'on a le matériau, on s'assure qu'il va tenir à la pression et à l'usage qu'on va lui demander. Donc on fait des tests en laboratoire. Là, on a fait un test sur de la paille porteuse au CERIB qui sont là. Je serai cet après-midi si vous voulez discuter de ça plus longuement. Voilà, on met sous pression, on met le feu derrière, puis on voit combien de temps ça tient. Bon, on a enduit avant, on a fait des petits échantillons, vous voyez à droite, de terre pour savoir quelle est de terre, de chaux, de plate, pour savoir quelle est la meilleure protection à la paille. Sachant que la paille n'est pas en elle-même facilement brûlable parce qu'elle est très compressée, mais alors avec de la terre ou avec de la chaux ou avec d'autres choses, on est encore mieux protégé, du plâtre notamment. Donc on construit une éprouvette, on met sous pression. ELS, ELU, voilà, tout ce qu'on connaît, tous les calculs, et on met le feu derrière et on voit combien de temps ça tient. Donc, bon, ça tient une demi-heure, bon, on est pas mal. Hein, ouais. Ça tient 1 heure, on est pas plutôt bien. Bah, ça tient 1h30, on est pas mal. Hein, 1h30. Et 2 heures, 2 heures on arrête, puisqu'après on n'a pas de qualification. Donc ce mur-là, il a tenu 2 heures ouais, à un feu normalisé, sous pression, d'un étage dans un ERP, donc structure plus charge d'exploitation. Après, on la met en œuvre assez facilement sur le chantier. On la compresse avec des entreprises sociales et solidaires qui font de l'insertion. On utilise, vous voyez, aussi en complément des matériaux, là je vais dire une marque type Métis, qui sont des matériaux de récupération. On travaille aussi beaucoup la récupération, mais j'aurai pas le temps de vous expliquer tout ici. Voilà, on compresse tout ça, on met un plancher, on a un mur, on a un bâtiment simple, facile, efficace, rapide. Voilà. Donc le tout, c'est de réintégrer l'écosystème, vous l'avez compris. Donc de se débarrasser de tout ce qui nous perturbe cet écosystème, des énergies fossiles. Donc là, c'est de plus en plus facile parce que de toute manière, il y a une raréfaction qui est liée à l'accident ukrainien, mais qui est une raréfaction tendancielle. Donc c'est plutôt dans un mal, un bien. Il faut que l'accident ukrainien nous apprenne à nous passer de ça parce que de toute manière, la deuxième ligne de rasoir, c'est le réchauffement climatique. Et on utilise de l'énergie solaire qui va donner, via la photosynthèse, des matériaux biosourcés qui peuvent à la fois nous loger, la paille, et nous nourrir. C'est pour ça qu'on utilise la paille. Ou du bois qui peut aussi nous loger, nous nourrir, nous abriter et nous nourrir. Excusez-moi, j'ai fait de la récupération même sur le slide, vous voyez, c'est pas la première fois que je le montre. Donc l'agroforesterie, mélange des deux, capacité à nous nourrir, capacité à nous abriter, capacité à créer des microclimats résilients. Évolution, je vais vite, hein, mais je suis désolé, c'est le format qui veut ça. Évolution de tout ça, la paille quand même si c'est du petit épeautre, sans OGM, sans intrants, la plus pure possible. Il faut quand même des tracteurs, des choses comme ça pour la mettre en œuvre. Donc on se dit, il y a peut-être d'autres céréales qui sont intéressantes. Donc là, on travaille le Kernza, qui est l'agropire intermédiaire, qui est une céréale d'expérimentation qui vient du Land Institute aux États-Unis, qui travaille depuis les années 70 à adapter tout ce qui est prairie en quelque chose de comestible. Donc leurs produits, donc on a une association avec le Land Institute et puis l'ISARA en France. Et on a planté cette céréale vivace qui est plantée une fois. Donc on fait économie d'énergie, on la plante une fois et après on la récolte autant pour le grain que pour la paille. Donc là, quand je dis on réintègre l'écosystème, on cherche toujours à être encore au plus près d'un enrichissement puisque on n'est pas forcément monospécifique sur le Kernza de l'écosystème et surtout d'une non-destruction puisqu'on utilise moins de pétrole, moins de choses comme ça. L'idée, c'est de recréer un écosystème complet, donc le bocage qui est le talus, qui est à peu près le seul écosystème que l'humain ait pu créer et qui donne des sorties positives, c'est-à-dire que les bordures créés par les talus font qu'on a un enrichissement de l'écosystème local. C'est la seule chose que l'humain a pu créer. Bon, après, dans les îles Aran, il y a encore quelques... ramasser le goémon et bon,
on a su faire. Mais globalement, la haie, c'est ce qui nous permet, en tant qu'humain, de participer positivement. Donc voilà, donc, le bocage, une haie cultivée œuvrable entre du kernza et puis la capacité de se nourrir, de se loger, d'être résilient au changement climatique et de Là, et on de est bien dans un vivre. cas d'architecture où on ne fait pas de l'architecture juste pour ne pas polluer. On fait une architecture qui, en plus de ça, régénère des territoires. C'est pour ça qu'on a le petit logo architecture régénérative, puisque c'est ce qu'on travaille depuis le début. C'est une architecture qui vient régénérer son site. Je pourrais faire un petit retour anthropologique et culturel sur d'autres façons locales ou moins locales qu'on a eu d'habiter la Terre de cette façon-là, si vous On voulez. pourrait vous écouter 2 heures, hein, sans problème. Ben elle peut faire, oui, elle peut faire 2 heures, voire plus. Mais évidemment, on a d'autres moyens d'habiter la Terre. Le but, c'est d'habiter la Terre dans un bon vivre. Voilà, c'est pas une architecture et c'est pas une façon d'habiter de la Terre qui doit être contraignante, elle doit être heureuse. Ouais, je me rapporte, on en parlait au Buen Bibir de l'Amérique du Sud, qui a été repris par tous les acteurs de la décroissance, parce que tout ça n'existera pas si on est toujours dans cette prédation industrielle de notre écosystème. L'exemple du bois est très bon. Au départ, on part d'un bon sentiment, et puis comme on en a besoin beaucoup, eh ben on plante plus du bois, mais on plante des usines on plante plus des forêts, mais on plante des usines à bois. Donc la décroissance, c'est le préliminaire à tout ça. Ça a été théorisé depuis très longtemps, hein. Enfin, rapport Meadows, halte à la croissance, et puis après, dans des courants comme la permaculture, ça c'est ici d'un livre d'Oldgren, là où on en est, on a, pour revenir à la révolution à la mort, on a 3 pistes possibles, une technostabilité que le développement durable nous avait promis, qui n'existe pas, puisque ça fait 30 ans qu'on a le développement durable, c'est pendant ces 30 ans-là qu'on a plus détruit et pollué la Terre. Donc si on tire les effets réels du développement durable, ça ne marche pas. On a la techno-explosion. C'est le scénario pour faire vite soleil vert, pour ceux qui... peut-être les plus, je vois des jeunes, là, je ne sais pas, ça va être un peu compliqué. C'est en fait une concentration des richesses dans les mains d'un petit nombre, avec un espèce de régime fasciste qui fait que les plus pauvres meurent, et puis ils meurent, et puis les riches sont entourés de gaieté. Vous avez 4 scénarios de films dystopiques, en fait, en gros, c'est ça? Ah, mais de toute manière, vous avez raison de le dire, l'enjeu, il est dans l'imaginaire qu'on pourra mettre dans notre avenir, et comment on met l'imaginaire en œuvre. L'enjeu, il est juste là. Et puis l'écroulement, donc voilà, Mad Max, notre film dystopique. Et puis ce que nous on souhaite, une descente énergétique la plus douce possible, pour essayer de faire en sorte que collectivement, pour le bien commun, on vive bien ensemble. La décroissance, c'est quelque chose que je travaille depuis toujours, parce que comme vous l'avez dit, j'ai un doctorat en anthropologie. Je suis allé voir comment habitaient les aborigènes d'Australie, parce que c'était, bon, je vous raconte pas tout, mais c'était un des peuples qui a le moins d'impact sur son environnement. Et depuis les études d'archi, je me suis dit, mais comment on peut faire? Donc évidemment, la décroissance est arrivée. Là, ça, c'est ma participation en 2010 au 2e sommet de la décroissance. Et la question, c'était l'architecture et la décroissance. Comment un acte de la production peut être dans la décroissance? Théoriquement, c'est pas très compliqué. Alors pratiquement, théoriquement, on y arrive toujours, hein. Je vous le fais rapide, hein. L'architecture, c'est l'arché et le tecton. L'arché, c'est le principe générateur absolu. Et le tecton, c'est la capacité constructive qu'on a, l'imaginaire. On peut mettre dans 2 sens, soit un arché qui est la prédation globale, du tous sur tous, de chacun, le monde qu'on vit, puis un tecton qui nourrit cette destruction globale. Ou alors on se dit que l'arché, c'est notre lien à l'écosystème, et le tecton, c'est l'imaginaire qu'on met pour rétablir ce lien à l'écosystème, et ce cycle. Voilà. Et puis après, théoriquement, voilà, encore une fois, c'est facile. Pratiquement, ce que je vous montre, essaye de mettre en œuvre tout ça. Et c'est pour ça que je vous dis, on est face à un échec, mais l'important, c'est de travailler, c'est les réussites qui nous construisent des imaginaires, et c'est de dire, mais mince, c'est pas si compliqué de faire de la paille porteuse sur 2 niveaux. Pourquoi on l'a pas fait avant?
tout le bois qu'on économise. C'est incroyable. Bon, voilà. Et puis, moi, ce dont je rêve depuis le début, c'est ce qui arrive, c'est les forest schools. C'est de faire en sorte qu'on soit moins dans des bâtiments, plus dehors, plus au contact de la nature, parce que de la nature, oui, de la nature. On est la nature, hein, mais plus au contact de notre écosystème, parce que ça nous crée des liens sensibles différents. Et comme je construis des écoles, mon modèle, c'est les forest schools. Avec des abris légers, on y viendra peut-être. Ça vient. Il y en a plusieurs sur le territoire. En gros, c'est le jardin des piqûres, voilà, si on peut donner. Eh ben, écoutez, merci de vos attentions. Et puis, il y a des films, des choses. Vous pouvez taper Rosny-sous-Bois, architecture régénérative, éventuellement mon nom. Enfin, tout ça traîne sur Internet. Puis après, bon, voilà. On ne sacrifie pas non plus à une certaine beauté plastique. Voilà, on n'est pas des utilitaristes. On a aussi une formation d'architecte et on essaie d'en faire que nos bâtiments soient agréables. Donc là, je vous montre récupération d'eau pluviale. Je finis juste là-dessus parce que c'est encore d'actualité. Vous avez les toilettes sèches à droite, là, puis, enfin, à droite, oui, et la récupération d'eau pluviale à gauche. Sur chaque bâtiment, je mets une grande cuve d'eau pluviale, de récupération d'eau pluviale, avec un traitement pour la potabilisation. Depuis tout, on rigole. Bah, malheureusement, on rigole moins. Je suis désolé d'avoir eu raison trop tôt ou d'avoir eu raison même tout court. Je ne souhaiterais pas avoir. Voilà. La question de l'eau va être un problème. En ville, on le vit moins. Si vous avez des attaches à la campagne, que vous avez les ruisseaux avec les poissons morts dedans, parce qu'il n'y avait plus d'eau, vous le vivez beaucoup plus brutalement. Si vous êtes agriculteur, vous le vivez plus brutalement. La ville a beaucoup pompé son écosystème qui est finalement la campagne. Donc elle a plutôt bien vécu. Ce ne sera pas toujours le cas. Et toujours faire ça en commun. Et surtout avec nos collègues, les plus jeunes, avec tout le monde. Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous pouvez effectivement applaudir. Donc Emmanuel Pézerès, donc je rappelle, vous êtes architecte, vous avez tout un parcours de recherche, de chercheur entre autres en anthropologie, et vous êtes fonctionnaire à la ville de Rosny-sous-Bois, donc directeur de recherche et innovation, donc architecte, fonctionnaire et maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. On va en reparler parce que c'est quelque chose qui nous intéresse, on a certainement des questions. Mais en parallèle, je voudrais donc avoir aussi une autre approche, celle de Mathias Romovos, qui est également architecte, donc de l'agence Gram. Et donc vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, auteur de plusieurs bâtiments primés assez spectaculaires. Alors c'est une autre approche de l'audace, aussi une audace dans la manière de construire, c'est-à-dire de construire des logements collectifs qui peuvent monter jusqu'à 10 étages en bois, ou même des parkings démontables. Alors expliquez-nous un peu tout ça. Alors déjà, j'aurais remercié mon prédécesseur qui m'a préparé une planche glissante et dont je vais pouvoir utiliser ma qualité essentielle de surfeur pour pouvoir prendre la bonne vague. Je te remercie. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Gram, c'est à l'origine, ça veut dire groupement d'architectes à Montreuil, mais ça pourrait être Medellín ou Marseille, Melbourne. Enfin, l'idée était plutôt de regrouper des réflexions communes et pour être dans le bon sens. Donc nous, on vient nous sommes d'un milieu, nous venons du milieu de la construction à l'origine pour arriver à l'architecture, probablement parce que j'ai eu rapidement peur de me faire mal au dos, ou plus exactement, après m'avoir fait mal au dos, j'ai décidé de m'asseoir sur une chaise et de définir ce que les autres allaient faire. Donc notre origine est la construction bois, donc c'est sûr qu'il y a une vingtaine d'années, on était plutôt des punks. Ensuite, on a été des babes, puis ensuite des grands utopistes, et puis on arrive bientôt là dans une période où nous devenons à la mode, et avec ces dangers dont M. Pomerès vient d'expliquer, c'est-à-dire la récupération d'un processus, d'une réflexion sur le mode constructif, avec les ambitions d'une économie toujours galopante. Donc, nous travaillons essentiellement sur le mot qui nous intéresse et qui m'intéressait dans la question qui nous était proposée, c'était la sobriété. Et dans sobriété, il y avait quelque chose qui, évidemment, comme tout petit alcoolique que je suis, se pose la question du lendemain. C'est-à-dire qu'effectivement, boire est intéressant et fort agréable sur le moment, mais comment allons-nous nous réveiller le lendemain? Donc évidemment, on peut tout de suite avoir une métaphore sur qu'est-ce qu'on boit. Alors évidemment, si on boit du nature, vraiment très nature, du sain,
sans aucun intrant, il suffit d'ajouter, enfin, etc. On peut plus boire et donc valoriser notre alcoolisme, évident. Donc je fais ce parallèle par rapport aux coupes rases et au fait que si on fait des champs de maïs, a priori, il est très joli quand il pousse. Une fois qu'il est coupé, on trouve ça horrible. Et c'est à peu près la même chose que quand on voit un champ de sylviculture. On a des gens qui nous déversent des mots en disant vous détruisez le paysage. Ce qui est une réalité. Un champ de maïs, c'est tous les ans. Un champ de Douglas, c'est tous les 20-25 ans. Donc, cette question est assez importante, la sobriété. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est intéressant dans la sobriété? C'est de savoir quel est notre niveau de consommation et ce qu'on a besoin. Alors, est-ce que je peux avancer ou pas? Non? Ah si. Donc, nous, on travaille évidemment dans un paradoxe assez complexe entre le fait de vouloir évidemment construire, faire fonctionner une société, payer nos impôts, des salariés, être dans la société, essayer de l'influencer vers un mode constructif qui nous semble intéressant. Et donc, évidemment, comme nos compétences préalables étant la construction bois, on s'est assez rapidement versé dans ce processus constructif. Donc, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que construire en bois, du côté du Rhin, de ce côté-là du Rhin, ce qui est appelé la charpente latine, c'est quelque chose qui me semble extrêmement intéressant puisque on parle du vide. Et la charpente, en fait, finalement, n'est pas véritablement la même question que l'on peut avoir, et avec aucune critique, que peuvent avoir les Scandinaves, l'Europe centrale ou la Russie, qui ont une quantité de bois nettement supérieure à la nôtre, et qui donc ont une réflexion sur le rondin, le madrier, enfin des maisons dont l'épaisseur de bois est extrêmement importante, alors que nous avions essentiellement donc, des feuillus, et je viens à ma petite critique de mon voisin qui a permis d'être d'avant, donc du coup, je peux lui glisser des retours de planches. Le bois, pour moi, ça ne veut rien dire. Puisqu'en fait, le bois, c'est à partir du moment où la forêt est découpée, il y a une transformation philosophique extrêmement nécessaire qui passe de arbre à bois. Et donc, le bois est un élément qui nous sert, alors que la forêt est un élément dont on se sert. Et donc, il y a deux réflexions qui sont un peu différentes et qui vont exactement dans votre sens, pour le coup. C'est-à-dire que faire des forêts dans lesquelles elles sont uniquement des champs de monoculture, donc essentiellement de Douglas, d'épicéas, enfin bon, ce genre de choses, amène forcément à un stress, à une différenciation sur le fait qu'on ne peut pas s'en servir, mais qu'on attend que ce système soit servable, c'est-à-dire à notre service, en l'occurrence la construction. Alors, je ne vais pas m'en plaindre, parce qu'effectivement, je construis en bois, et que du coup, si je milite lourdement sur qu'est-ce que ça veut dire le bois, et essentiellement sur un point qui est extrêmement important, c'est le bon bout de bois au bon endroit. Donc il a fait une petite coupe sur une poutre triangulée dans laquelle il met une partie en compression, une partie en traction avec des éléments pour fabriquer une poutre un peu avec une inertie importante, du peuplier qui reprenait effectivement de la compression suffisamment intéressante et des éléments en châtaignier pour reprendre. Donc en fait, c'est ce que moi je milite en disant que quand on construit en bois, ça ne veut pas dire grand-chose et en fait on tronque complètement l'idée de ce que ça veut dire parce qu'en fait quand on dit un bois, personne ne sait ce que ça veut dire. Alors on sait, bon, celle-là n'est pas en bois, mais table en bois, voilà. Mais avant on disait, oh j'ai un merisier, ah je me suis fait un plateau en peuplier. Enfin, on avait une notion de ce que ça voulait dire. Pourquoi? Parce que le bois qu'on allait chercher, quand on le coupait, eh ben on le récupérait. Donc dans cette image, tout en bois d'arbre aujourd'hui. Effectivement, en bois d'arbre, avec cet avantage. Oui, en colle, oui. Nos cols, nos arbres. Ce que je veux dire, c'est que dans des conditions dans lesquelles on construit, c'est-à-dire dans la réponse que l'on a parfois à des ouvrages qui nous sont... moi, je reprends sur le fait que moins on met de bois, mieux on se porte. Et donc, plus on est dans le vide. Donc, j'ai une réflexion qui est assez évidente sur le travail du colombage, ou le pan de bois, dans lequel j'essaye de réinventer un peu cette idée-là, réintroduire cette idée-là, de dire qu'en fait, en triangulant des éléments par des bouts ou par des petits éléments de bois, en fait, on utilise le bois de forêt que l'on extrait d'une manière la plus optimale et donc par son vide.
ça marche pas. Donc moi, je suis dans l'obligation d'être un mauvais élève de mon voisin. C'est-à-dire qu'effectivement, dans des grandes solutions et des grandes portées, je n'ai pas d'autre solution que de travailler avec des bois dans la mêlée collée. Et j'aurais bien pu, évidemment, trouver du clavetage pour reprendre les efforts. Bon, là, je n'ai pas été assez audacieux et j'ai suivi particulièrement une pratique qui se fait assez régulièrement, mais en mettant quand même, à mon sens, le minimum de bois possible. Donc, en fait, pourquoi ça m'intéresse cette idée-là? Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, quand je prends ça, ça a l'air d'être évidemment assez simple. En fait, c'est quelque chose dans lequel on est assez maltraité, les architectes, dans le sens où c'est quand même plus simple de faire du CLT, t'emmerdes pas, on va trouver une solution, etc. Et on est assez souvent, et peut-être pas forcément à Rony, mais souvent, les architectes, on leur dit, écoutez, on va voir ça avec l'entreprise, c'est comme eux qui savent, et on va régler cette affaire-là entre nous. Et donc, on a souvent des problèmes de combat, de lutte, et nous cherchons régulièrement des maîtres d'ouvrage qui sont prêts à soutenir des réflexions. Donc on en trouve, hein, il y en a. Hein. Je dois dire que pour ce cas présent, tout le monde nous disait que ce n'était pas possible. On a fini par trouver quand même une entreprise et un maître d'ouvrage qui a imposé l'entreprise, qui avait répondu au marché de finir par le faire. Donc là, c'est un détail qui met en abîme évidemment l'architecte qui regarde son détail. Hein, on voit bien ce jeu pictural qui met l'architecte en abîme et le détail de l'architecte dans lequel il est tellement fier, c'est-à-dire de fabriquer un élément extrêmement simple, c'est-à-dire une mob, un mur ossature bois, qui va devenir et participer non pas à un remplissage, mais un élément de contreventement pour un bâtiment de l'époque, de grande hauteur, puisque maintenant on est dépassé. Donc, on travaille avec un système de poteau-poutre, du remplissage le mieux possible. Alors, à l'occurrence, là, dans le marché, nous étions en laine de bois et en gramiterme sur la façade sud. Bon, la justice économique nous a donné défaut de cette réponse-là. Et ils ont réussi à nous prouver que ça marchait très bien en laine de verre, ce qui, moi, m'a déprimé totalement, puisque la laine de verre fait un effet chaussette assez rapidement dans le temps, puisque les vibrations existent, et qu'en fait, effectivement, ça marche le jour du calcul, et puis 3 ans après, ils ont des problèmes. Bon, mais c'est quand même un bâtiment passif qu'on a monté assez rapidement. Bon, ça, c'est dans un lieu extrêmement dense et complexe, dans lequel on a une chaudière au pellet, puisqu'il nous semblait important, si nous construisons en bois, de travailler avec une partie du bois qu'on n'utilise pas pour la construction, pour l'énergie, c'est-à-dire de dire que, en fait, l'aspect vertueux de construire en bois ne peut pas s'arrêter uniquement à avoir une étiquette « je construis en bois », mais aussi à réfléchir au travail territoriaux, aux éléments je considère et je pense encore que l'ONF est une erreur de ne pas investir dans l'ONF, qui est, à mon avis, une structure de bien public évidente et commun à nous tous, puisqu'elle permet d'abord de connaître la forêt, de la travailler, ensuite de pouvoir y pénétrer à l'intérieur quand on a besoin de faire des questions de formation, en tous les cas, ou de wood school, si on est en anglicisme, on fait un survie d'anglicisme, et de réfléchir à ces éléments-là. Là, en l'occurrence, c'est ce bâtiment-là, et l'idée était de mettre le moins de béton possible sur un bâtiment d'une importance. Donc la cage d'escalier, la cage d'ascenseur sont aussi dans une structure, voilà, donc comme on peut le voir, qui sont des pans de bois qui me permettent de confronter. Donc ça se fait, il n'y a aucun problème, hein, c'est faisable. Alors je vous rassure, maintenant la doctrine, je ne dirais pas qu'ils sont les médiateurs de cette doctrine et qui ont travaillé lourdement à casser ce système-là. Ça va être extrêmement difficile, voire pas possible. Donc voilà, donc c'est un système qu'on a monté sur 2 niveaux de manière à pouvoir contreventer. Les mobs permettaient de contreventer le bâtiment assez rapidement. On l'a monté donc de manière à user le moins possible nos voisins qui avaient la gentillesse d'accepter que l'on fasse un chantier de cet ordre-là à côté de nous. Voilà, donc un long bâtiment, un grand bâtiment. C'est un bâtiment qu'on a fait sur un lieu dans lequel les gens ont vécu une histoire tragique, dans lequel ils ont eu un accident. Un bâtiment à côté s'est écroulé, a détruit la partie de leur maison, leur parcelle était mise en péril.
Et donc, avec cet ami promoteur, on a décidé de faire une sorte de maintenir ces gens-là qui n'avaient pas les moyens de rester. Donc ça, c'est à Montreuil. Et en même temps, de les maintenir sur celui-là où certains étaient nés, d'autres avaient leur activité. Et de faire un travail d'échange avec eux. C'est une opération qui n'a pas sorti de bénéfice, je vous le dis tout de suite, mais qui a été fort intéressante et enrichissante en termes socialement. Donc voilà, donc je passe les détails. Ce monsieur sur la droite est évidemment quelqu'un stupéfait par la qualité de notre ouvrage. Et voilà. Et je voulais aussi parler d'un point extrêmement important. Là, c'est donc le promoteur et toujours son coéquipier. Le promoteur, c'est celui qui est à gauche, dans la fenêtre. On peut faire des bâtiments en passif avec des dimensions assez importantes en termes de fenêtres, avec des prix au mètre carré qui sont aussi convenables. C'est un projet qui est à 1 975 € du mètre carré en passif, à une époque où on pensait que ça n'existait pas, que ce n'était pas possible. Donc si ça existe, le promoteur ne l'avait pas vendu à ce prix-là parce qu'il pensait que ça allait sortir à 1 500. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Mais bon, voilà. L'escalier est évidemment en béton. Et un ouvrage que je trouvais extrêmement intéressant, cette image m'intéresse beaucoup pour une chose primordiale. C'est-à-dire que quand on construit en béton, en fait, on construit d'abord un bâtiment en bois, en règle générale, le métal aussi. Et puis ensuite, on enlève le bois et on dit « Oh, magique, ça tient ». Bon, ça, c'est vrai que le béton, c'est absolument magique. C'est un bâtiment qui est dans un état, à un moment donné, pas prêt, et puis qu'ensuite, une fois qu'on enlève le bois, il fonctionne. Donc souvent, j'essaie de dire à mes étudiants, construire en bois, c'est aussi d'avoir une réflexion sur un modèle dans lequel le béton n'est pas nécessaire, mais que parfois, il est important parce qu'on n'est pas encore tous prêts, parce qu'on n'a pas encore des pompiers qui sont tout à fait d'accord pour faire des bâtiments de grande hauteur. Alors en l'occurrence, dans ce bâtiment-là, vous avez vu, c'est une grande flèche comme ça qui est assez haute, qui prend beaucoup de vent. On avait des problématiques évidemment de diaphragme et de contreventement, c'est-à-dire des déforts horizontaux qui sont dus à des poussées. Nous avons fait un système de connexion. Donc en fait, on a un petit plancher de 8 cm qui nous permet de reprendre des efforts et de les raccrocher aux façades extérieures. Voilà, c'était un des moyens qui était d'utiliser une matière, pas l'autre, et de ne pas faire venir des kilos de bois en CLT que pour moi est encore plus néfaste que le béton, si jamais le béton se met à bosser dans le bon sens. Donc voilà. Alors rapidement, on a parlé donc ça c'était pour la question du logement. Donc le logement pour moi c'est travailler essentiellement dans ce vide. Je fais le dernier petit point. Nos grands-parents quand ils coupaient et qu'ils sortaient un bout de hêtre ou de peuplier ou de chêne, peu importe, et qu'il avait une dimension droite qui faisait, je sais pas, 8 mètres, 6 mètres, et qu'il avait une dimension qui était intéressante et qu'il n'y avait pas assez de nœuds pour le couper, en général, ils le gardaient le plus longtemps possible et probablement à leur mort, les enfants reprenaient cette entrée, la recoupaient en deux, on faisait 2 éléments, etc. Et on voyait que le recyclage d'un bout de bois partait de sa dimension la maximum qu'on pouvait sortir et puis jusqu'à, dans son temps, le revoir. J'ai fait pas mal de chantiers dans Paris et dans des chambres de bonne pour des gens qui étaient fortunés, qui avaient la chance de pouvoir acheter 10 chambres de bonne. Et en fait, on regardait et on voyait, donc quand on est charpentier et qu'on a fait des compagnonnages, on marque les éléments selon l'endroit où il se trouve dans la charpente. Et en fait, on retrouvait des éléments qui étaient une entrée qui était devenue des pannes, et puis, etc. Et donc, on était dans une époque, en tous les cas, je ne dis pas qu'Haussmann c'était bien, je disais juste qu'à une époque, quand on détruisait un bâtiment, on le déconstruisait, on triait les pierres à rez-de-chaussée, on triait les bouts de bois, qu'est-ce qu'on pouvait récupérer et réemployer, et on les remettait à un autre endroit. Et donc, il y avait une notion de, quelque part, en tout cas intrinsèquement dans la réflexion collective, il y avait une notion de démontabilité. Un bâtiment n'était pas quelque chose qui allait coûter, mais quelque chose dans lequel on avait déjà une matière extraite, et cette matière constructive était importante. Et donc ça, c'est un point que j'essaye de lutter avec mes équipes, auprès des maîtres d'ouvrage, auprès des différents acteurs, de mes confrères, en disant, on ne peut pas réfléchir à un projet, un bâtiment jetable, on doit réfléchir à un bâtiment qui ne doit pas aggraver économiquement, puisque encore nous sommes dans une société d'économie dans laquelle si jamais ça coûte plus cher que ce qu'on a fait, alors du coup tout le monde se pose la question de ce qu'on va faire. Hein, je parle par exemple de la réflexion sur l'amiante, où maintenant on est dans des espèces de problématiques tellement importantes que les bâtiments, les détruire, on ne sait pas, les machins, enfin bon, ça devient des trucs complètement fous, alors qu'il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et donc là, dans le cas présent, c'était un parking silo qui se trouve à Dijon, qui est la propriété de la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté et qui appartient au siège que je présente juste après, dans lequel, évidemment, il
se soucient un petit peu moins de la problématique de la quantité de bois. Mais en l'occurrence, ce qui leur importait, c'est qu'ils puissent ranger leur voiture et leurs différents types de SUV. Alors, je ne suis pas du tout désagréable avec les SUV, mais c'est vrai qu'ils ont quand même des grosses voitures et que c'était vraiment important qu'ils soient dans un endroit un peu efficace. En revanche, ils ont acheté tous ces terrains-là et ils pensent un jour agrandir ces terrains-là. Et donc, j'aurais proposé d'investir sur notre réflexion, sur la démontabilité et sur le fait qu'on a posé un brevet sur la connexion bois-béton et sur la démontabilité des planchers. Histoire un jour peut-être de pouvoir le transformer en quelque chose et non pas qu'il soit transposé en autre chose. Il a déjà été démonté celui-là? Alors celui-là, non, il n'est pas encore démonté celui-là. Il vient d'être livré il y a peu de temps, donc il n'est pas encore livré. Il est censé être démonté en 2034. Dans 12 ans, enfin à peu près, dans 12 ans, je ne sais plus, puisqu'ils ont un programme. Alors après, les programmes sont toujours à revoir, mais en tout cas, c'était à peu près ce qui est prévu. Donc l'investissement de ce projet était de dire qu'un parking, pour moi, n'est pas un lieu pour les véhicules, mais est avant tout une structure capable, c'est-à-dire un endroit sur lequel on va commencer par réfléchir sur ce que ça peut devenir un bâtiment dans le futur. Donc ça, c'était ce qui me semblait important, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut le démonter, et donc c'était mon argumentaire que j'essaye de développer auprès de différents aménageurs, de dire à des aménageurs, vous voulez des transitions écologiques, ok, aujourd'hui on n'est pas encore on va pas passer du jour au lendemain dans ces éléments-là, on doit pouvoir forcer, le seul moyen c'est que vous ayez la maîtrise de ces éléments-là, et donc de ne pas faire de sous-sol, parce que, à mon avis, sortir cette terre est toujours un problème, même si nous avons la chance de faire des écoles ici à ma droite avec ces terres qui sont des fois devenues polluées alors qu'elles étaient tout à fait bien là où elles étaient. Et donc de dire, faites des lieux dans lesquels on va pouvoir ranger des parkings, qui vont pouvoir devenir un jour des bureaux, qui peuvent devenir des rez-de-chaussée, des espaces de conciergerie du dernier kilomètre, de halles de marché, d'espaces un peu différents. Donc voilà. Donc je vous montre des photos un peu esthétiques parce que quand même je suis un peu là pour vous faire plaisir aussi, pas que vous m'écoutiez. Et donc de dire que le moyen qu'on a fabriqué est extrêmement simple. Donc c'est une démontabilité d'éléments qui sont fixés par des points métalliques. La partie du brevet, je garde un petit peu encore secret parce que je vois des gens qui sont extrêmement compétents et j'aimerais bien qu'ils ne viennent pas tout de suite me chercher. Donc voilà. Mais en l'occurrence, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un aspect anxiogène qui est, je pense, beaucoup moins existant. Il y a une notion, en tout cas dans le bois, qui est évidente. C'est-à-dire que se cogner un bout de bois, c'est complètement différent qu'un bout de métal ou un bout de béton. Et donc, en l'occurrence, il y a cette notion un peu plus efficace en termes de relationnel. Et donc, du coup, c'est un bâtiment qu'on probablement, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est ce que j'essaie d'imaginer, que l'on considère comme patrimoine d'un lieu et que donc on n'a pas forcément envie de le détruire. Mais s'il est transformé en autre chose, on pourrait se dire ah, c'était comme ça. Beaucoup de bâtiments qui devaient être démontables et qui n'ont jamais été démontés. Je pense par exemple à la Tour Eiffel. C'est vrai, mais peut-être pour des notions, la Tour Eiffel peut toujours être démontée. C'est juste qu'on n'a pas pris encore la décision, je veux dire. Celui-là, bon, il veut le démonter. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Voilà, je dis tout de suite parce que, en tout cas, dans les 12 ans dont il parle, parce qu'il pense que l'évolution de la ville de Dijon permettra que les gens puissent venir en tram. Le tram est juste devant le parking, à l'entrée de ville. Bon, voilà. Alors, voilà, donc c'est un parking, hein, ça reste un tableau, un tablier. Je me dépêche, toc, voilà. Donc, avec un système comme ça, je passe les détails, j'avance, voilà. Et je passe à ce bâtiment-là, qui est une réflexion que, rapidement, puisqu'il me reste 5 minutes, il te reste 1 minute. Il me reste 1 minute. Et bien très rapidement, c'est un bâtiment dans lequel on fait une réinterprétation du principe de colombage qui est extrêmement connu sur Dijon et dans plein d'autres villes. Mais là, en l'occurrence, c'était à Dijon pour le siège social de la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne était propriétaire de 21% d'un forestier du Morvan. Je lui ai dit, c'est complètement débile de faire un bâtiment en béton. J'ai passé des différents types de problématiques et j'ose vous en passer parce que j'ai été surveillé, remis. Enfin, ils ont fait un bilan, comment on dit, inspection. J'ai eu une inspection totale sur mes comptes, voir si j'étais pas un escroc, etc., etc. Enfin bon, bref. Donc ils ont fini par accepter de faire ce bâtiment-là, en disant que c'était bien de faire que la banque ne soit pas que un lieu où on a des agios, mais aussi dans lequel elle valorise des territoires et ce genre de choses. Bon, donc l'idée était de faire un bâtiment le plus frugal possible, c'est-à-dire de leur expliquer que l'externalisation du système contreventant que l'on voit, qu'on voit là,
ces éléments-là, permettaient en fait qu'à l'intérieur du bâtiment, il n'y ait plus que des poteaux et des poutres et que le bâtiment ne soit pas assujetti à une référence qui est la banque, mais peut devenir autre chose un autre jour, etc. etc. Donc voilà, donc c'est le seul truc que j'ai réussi à faire passer. Le reste, le bâtiment est passif. On est à 13 kWh mètre carré annuel en chauffage, rafraîchissement et éclairage collectif, puisqu'évidemment, je ne... Très performant. Pardon ? Ce qui est très performant. Ce qui est extrêmement performant. On a des murs qui font 37 cm d'épaisseur avec des isolants laine de bois jusqu'à laine de roche à l'intérieur. Je n'ai pas réussi encore à intégrer mon grammitherme, mais ça vient. Sur ce projet-là, on a utilisé les bons matériaux au bon endroit, c'est-à-dire des lames et collés quand il le fallait pour des raisons de portance, avec des talonnettes qui nous permettaient de protéger une certaine partie. On a une barre en face de nous qui est un lami-bois, c'est-à-dire qui est un système de déroulage et collage. Donc évidemment, il y a de la colle. Mais en l'occurrence, on utilise beaucoup plus de bois que ce que l'on a en quantité. Et on a du bois équarri dans le fond pour les éléments qui étaient intéressants de l'autre côté. Voilà, c'est pour montrer ça. Je finis par cette image-là qui est fait de dire que le bâtiment s'est monté avec le contreventement. C'est-à-dire qu'on a raidi le bâtiment au fur et à mesure de ce bâtiment-là. Et comme vous l'avez vu, non, comme on l'a vu juste... Ah bah non, c'est pas moi. Voilà. Eh ben, je sais pas. Eh ben, en fait, il y a une peau en verre qui permettait de fabriquer cette espèce de tampon ce coussin un peu bioclimatique qui nous permettait de maintenir une température en été, c'est-à-dire de chauffer et de fabriquer un effet de convection sur lequel on a bossé pas mal avec un bureau d'études qu'on aime beaucoup. Et de l'autre côté, d'avoir en hiver une protection de cette peau-là qui permettait de maintenir une température intéressante, ce qui nous permet de ne pas avoir de climatisation, d'être sur un adiabatique, de ne pas intégrer de la flotte dans le bâtiment et de ne pas jouer avec ces problématiques-là. Voilà, donc j'étais à peu près, j'ai essayé de répondre en rebondissant et d'être à peu près le plus rapide possible. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi applaudir avec beaucoup d'insistance ce magnifique travail de Mathias Rumvos, architecte de l'agence Gram à Montreuil. Juste une dernière question, puisqu'il ne reste plus que 3 minutes. Est-ce que vous êtes heurté, en tout cas je parle aussi peut-être au maître d'ouvrage, à des problèmes de normes ou même d'assurance par rapport à ce que vous faites, ce que vous expérimentez, vous prenez des risques, et puis Mathias Rumvos également. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous donner plus de liberté ou vous freiner ? Je vais juste commencer, mais je vous laisserai parler après. Les normes aujourd'hui, deux mots très rapidement, les normes aujourd'hui, c'est un choix, les normes. Et donc, justement, les normes sont un travail de lobby extrêmement important sur la réglementation. Et aujourd'hui, on est assujetti à une problématique qui est qu'on remet en cause des procédés constructifs existants préalablement depuis des années et des années. Et je pense qu'il y a un vrai problème fondamental sur à qui on demande quoi et comment ça se passe. Voilà, je laisse ma parole pour ne pas prendre trop de temps. Les normes. Donc nous, les normes, bof. L'idée, c'est pas la norme, c'est à quoi doit répondre la norme. Donc on remonte à la source de pourquoi la norme est là. Et donc si on répond à la source, la norme, c'est juste un chemin qui a été défini collectivement avec du lobby, effectivement, pour faire quelque chose à grande échelle et se garantir de gens qui n'ont pas le temps de réfléchir et qui ont juste besoin de mettre en œuvre. Donc nous, on réfléchit à la source de la norme et on répond à la source de la norme. Voilà. En fait, comme la mairie est son propre assureur, vous pouvez quelque part vous affranchir de certaines règles, peut-être ? Non, on s'affranchit d'aucune règle. C'est pas l'assurance qui fait la règle. Alors il y a la norme, puis il y a la loi. Donc la loi, on suit bien la loi. La norme, on répond à sa source. Et puis l'assureur, c'est un contrat. Donc on parle, c'est juste un contrat. Donc comme un contrat, on discute. Voilà, c'est simple. Ouais, juste comme il me reste encore quelques secondes. Moi, ma question, c'est en quoi vous définirez aujourd'hui, vous, l'audace en architecture ? L'audace en architecture, c'est de remettre en question l'architecture. Voilà, fondamentalement, dans un monde qu'on sait maintenant fini, dont on subit, dont on arrive aux limites, là, puisqu'on sent les limites, là, on est prêt. Et donc, de remettre l'audace, c'est s'ouvrir des imaginaires différents. Mathias Rumvos. Moi, je dirais que c'est pour moi, l'audace, c'est que la notion primaire
et je prends ce terme exprès, hein, d'un maître d'ouvrage privé essentiellement, qui a une notion plutôt d'Excel, c'est-à-dire d'une case en bas à droite et dans laquelle il veut voir un aspect pas rouge mais positif, soit réfléchi dans une réflexion c'est-à-dire que comprendre que son projet n'est pas que un projet économique mais aussi un projet collectif. Et pour moi, la vraie amplitude, c'est de cette audace, c'est de dire que construire est une réflexion qui nous importe bien plus que la notion économique d'un projet. Hein, donc je fais un tout petit point. Sur ce projet-là, les normes nous ont plus qu'embêtés, voire nous ont quasiment empêchés. On a dû faire des pieds et des mains avec des effectifs pour pouvoir vérifier, calculer. Donc ça a été extrêmement compliqué. Alors que ce bâtiment devait être en béton. Et donc, l'audace, c'est à quel moment, et je tends la main aux fonctionnaires et aux gens qui sont là, à quel moment la politique va avancer et imposer une certaine forme de règles sur l'audace en architecture. Et donc, le permis de faire, par exemple, était une audace que je trouve extrêmement intéressante, c'est-à-dire comment faire quelque chose dans une réflexion, mais qui n'est pas dans un standard, dans une norme. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. Comment réfléchir à construire avec une réflexion qui n'est pas le bien actuel de l'aspect économique, mais qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire le avant et le après. Merci beaucoup. Voilà, c'était donc où se situe l'audace dans la sobriété bas carbone, avec Mathias Rambos de l'agence Gram, Emmanuel Pézerès, donc architecte de la ville de Rosny-sous-Bois. Cette conférence était animée donc par j'anime exactement Prisme, sur une émission d'architecture sur Bâti Radio que vous pouvez écouter avec des sujets qui sont traités de cette manière-là. Et je vous donne rendez-vous, en tout cas pour ma part, à 16h ici même pour architecture et décroissance. Voilà. Merci d'applaudir l'animateur Olivier Leclerc. Et il y a les prix nationaux de la construction bois à 15h. N'hésitez pas, je crois que c'est au CNDB, au centre CNDB, juste avant les prix de l'audace. Merci.